Salut, bon, c'est bon Mustapha, je t'ai mis administrateur, donc tu peux partager ton document. Et n'oublie pas, maintenant que tu es animateur, si tu veux accepter des gens en salle d'attente, c'est toi qui peux le faire. Ok, ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les séances de maths. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Donc la dernière fois, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait les cours, donc les premiers qui étaient... attendez, je partage juste mon écran. Est-ce que je suis en partage là? Non, ouais, c'est parfait, là on voit bien. Ok, ok. Donc, pour reprendre ce que je disais, donc la dernière fois, on avait fait le cours sur métrologie, ensuite on avait fait variables aléatoires et notion de probabilité. Là, aujourd'hui, on va continuer avec les trois autres cours qui sont variables aléatoires, donc tout ce qui est loi normale, loi de student, etc. Ensuite, on va faire estimation, donc estimation de proportion et de valeur avec les intervalles de confiance, etc. Et ensuite, à la fin, on va essayer de voir un petit peu les petites bases pour les courbes de survie avec la courbe de Kaplan-Meier, etc. Donc, on commence directement avec variable aléatoire et la distribution. Donc, on va faire un petit peu comme la dernière fois. On va essayer de pas. Là, le polycopé, il fait 50 pages. Donc, on va essayer de ne pas rester 3 heures dessus pour que nous puissions ensuite aller travailler. On va essayer de faire ça vraiment, de voir vraiment ce qui tombe en général, ce qui vraiment est important à savoir pour ce cours, ce qui tombe tout le temps en annales, etc. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez fait des annales sur cette partie-là, donc la distribution. Vous avez vu que les annales, elles se ressemblaient en général tout le temps. Donc, on va tout le temps avoir des questions sur des courbes, enfin, sur une ligne normale. On va vous donner un tableau et puis il va falloir trouver le alpha. Donc, on va essayer un petit peu de revoir ça tout en reprenant les bases. Donc, là, ça commence avec un petit exemple. Donc, l'exemple, en général, les exemples qu'ils donnent en début de cours, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire après. Donc, on va essayer de ne pas les apprendre. Tout ce qui est variable aléatoire, donc une variable aléatoire, vous avez vu que c'était une fonction qui était discontinue et qui peut prendre plusieurs valeurs. L'espérance, vous avez vu que l'espérance était la moyenne. Donc là, on va essayer de voir un petit peu toutes les bases et ensuite on va directement faire le gros du truc. Donc, euh, l'espérance, c'est synonyme. Donc, euh, l'espérance, c'est la moyenne. Donc, l'espérance, ça peut être synonyme de moyenne arithmétique. Ok, donc ça a bien noté, parce que parfois vous avez les deux en QCM, donc moyenne arithmétique et espérance, c'est pareil. Ce qui est vraiment important pour ces trois cours qu'on va voir là, ça va être tout ce qui est variance et écart type. Donc vous avez vu que la variance et l'écart type jusqu'à là, vous avez vu comment les calculer, vous avez vu que c'était des paramètres de dispersion, ok, donc vous l'avez fait dans le cours de statistique descriptive, vous avez vu un petit peu comment les calculer, ok. Maintenant, on va voir aussi à quoi ça sert vraiment. Sachez que pour le dernier cours, la plupart d'entre vous l'avez fait, le cours sur étude des liaisons entre des variables, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Tout ce qui est calcul de variance, écart type, moyenne, etc., c'est vraiment un truc qui va rentrer dans la pratique et vous allez apprendre à vous en servir. Donc, c'est bien de comprendre ça dès maintenant. Et surtout, on va comprendre comment trouver la variance dans la population en partant d'un échantillon. Donc, la variance, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre donc, de dispersion qui va nous permettre de savoir en gros quel est l'écart à la moyenne, à peu près. Euh, L'écart type, lui, c'est la racine carrée de la variance. Ok. Là, vous avez un petit peu toutes les petites formules qui sont source de pièges, excusez-moi du terme, mais vraiment des pièges de chiens parfois. Mais ça tombe vraiment pas en anal. Donc, c'est pas, par exemple, cette formule-là qui va tomber. Ok, ça tombe pas en anal. En revanche, pour le dernier cours, c'est important de comprendre comment ça marche, puisqu'il va falloir faire des petits calculs, etc. Ok, donc celles-là, par exemple, elles ne sont pas à apprendre qu'elles, mais pour le dernier cours, par exemple, ce serait important de les comprendre.
Là, toujours pareil avec cet exemple, les exemples-là, on va essayer directement de commencer pour ce qui est de la loi normale. Donc, loi normale, vous avez vu que une courbe de statistique, qu'est-ce que c'est? C'est juste un histogramme. Vous avez vu la différence entre polygone de fréquence et courbe des fréquences. C'est que lorsque le nombre de classes tend vers l'infini, ça devient une courbe des fréquences. Bah, c'est un petit peu pareil pour enfin, c'est une courbe de probabilité, c'est ça. C'est juste un histogramme qui a un nombre de classes qui tend vers l'infini. Donc, à la fin, la courbe des fréquences, ça fait un petit peu une courbe homogène, on va dire. Loi de distribution. Donc, la loi normale, qu'est-ce que c'est? C'est la distribution de la variable aléatoire dans un effectif qui est supérieur à 30. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, dans la population, ok, en général, dans la population, donc une population qui est supérieure à 30 effectifs, on se rend compte que la plupart des caractéristiques, on va dire, par exemple, comme la taille, etc., la taille, le poids, suivent une loi normale. Ok. Par exemple, vous, votre note au concours, elle va suivre en général une loi normale, c'est-à-dire une loi qui ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'elle est symétrique, ok, par rapport à sa moyenne. Euh, enfin, elle est symétrique, elle est unimodale, donc médiane, mode et moyenne sont confondus. Ça, c'est une loi qui est normale. Ok. Ça veut dire que, en gros, par exemple, si on prend par exemple, je sais pas, le QI en France, le quotient intellectuel, on va se rendre compte que la moyenne, c'est 100 et qu'il y a un petit pourcentage qui a au-dessus de 120 ou je sais pas combien, et un petit pourcentage qui a en dessous de 80. Ok. Si on se rend compte, on prend plein d'autres trucs dans la nature, on va se rendre compte que beaucoup de choses dans la nature, comme la nature est bien faite, suivent une loi normale. Si je prenais le poids, la moyenne en général en France, je crois, c'est 1,78. Bah, c'est pas, enfin, la taille, la moyenne 1,78, bah, c'est pareil, on va se rendre compte que c'est une loi normale, c'est-à-dire qu'il y a la grosse moyenne qui fait 1,78 pour les hommes, 1,78, et une petite partie qui est beaucoup plus petite et une petite partie qui est beaucoup plus grande. Bon, là, je n'ai pas l'espace pour faire de l'autre côté, mais vous avez compris. Et donc ça, à partir de cette loi normale, on a commencé à faire des tables spécifiques. Ok. La loi normale, donc elle peut aussi devenir une loi normale centrée réduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une loi qui a pour moyenne 0 et pour écart type 1. Ok. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est juste qu'elle est centrée en 0. Donc, la distribution normale ou de Laplace-Gauss, Gauss, c'est le gars qui a découvert ça. C'est pour ça que les courbes de la normale, on appelle ça des courbes gaussiennes. Elles ne dépendent que de deux paramètres, la moyenne, mu, et l'écart type, sigma. Ok. Et donc, la loi normale, on la note comme ça, on la note n mu sigma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne une courbe qui a une moyenne de 7 et d'écart type 2, on va la noter n, 7 et 2, enfin 7,2. Okay. Ça veut dire que c'est une courbe qui suit une loi normale de moyenne 7 et d'écart type 2. Elle est continue, elle est symétrique par rapport à la moyenne, etc., etc. Bon, là, il y a plein de trucs qui sont intuitifs, hein. On les voit directement qu'elle est symétrique, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, maintenant, pour ce qui est des QCM, c'est vraiment cette partie-là. Donc, toute cette partie-là, celle-là, et voilà. La loi de student aussi, pareil, mais si vous avez compris la loi normale, ça va aller de soi pour la loi de student et la loi de Q2, c'est encore plus simple, on la verra après, mais en gros, pour comprendre bien la loi normale, on va revenir dessus. Donc, loi normale. Cette table concerne la loi N01. Elle permet de déterminer la probabilité alpha pour que Z dépasse une certaine valeur N alpha. Autrement dit, elle donne pour certaines valeurs de alpha la valeur N alpha telle que 1 moins alpha, etc. Bon, on ne va pas lire tout ça. Mais en gros, euh, on a vu que la loi normale, c'est une loi qui respecte une courbe, qui a une symétrie par rapport à sa moyenne, qui est égale aussi à sa médiane et son mode. C'est une courbe qui est unimodale et qui est symétrique. Okay. On a vu que la loi normale, on peut la simplifier encore et faire en sorte que la moyenne soit de 0.
C'est-à-dire qu'on va l'appeler la loi normale centrée en zéro et réduite. Réduite pourquoi? Parce que l'écart type ne devient plus que de un. En gros, il y a des mathématiciens, pour faire un petit peu l'histoire, les mathématiciens, ils ont créé une table. Et avec cette table-là, la table de la loi normale centrée réduite, on va pouvoir trouver quelle est la probabilité, par exemple, que des personnes aient euh, plus que 2. OK? Donc, en gros, vous avez votre courbe de loi normale. Étant donné que c'est une loi normale centrée réduite, il y a des gens qui ont commencé à chercher ce qu'on appelle des tables spécifiques de cette loi. Et ils se sont dit, bon, bah, tiens, on va commencer à calculer quelle est la probabilité, combien d'air il reste sous la courbe entre, par exemple, ici, moins 1, 96 et plus 1, 96. Et en gros, ils se sont rendus compte que l'air qui était là, elle était égale à 95% de toute la courbe. Tandis que les airs qui sont là, ici et ici, là, dans ces petits coins-là, elles sont égales ici à 2,5% et là, elle est égale à 2,5%. Et donc, si on fait la somme, l'air qui est en dehors de la courbe, qu'on appelle alpha, elle est égale à 5%, parce que c'est 2,5, enfin 2,5% plus 2,5%. Donc ça, c'est la probabilité que j'ai une valeur qui soit en dehors de 2,5. Ensuite, à partir de ça, à partir de toutes ces valeurs, bah, ils ont commencé à chercher aussi d'autres valeurs. Ils se sont dit, bah, ouais, tiens, on va regarder combien ça fait en dessous de, je sais pas, de 1,10 ou quoi. Ils ont commencé à faire plein de trucs. À la fin, ils ont fait une table. C'est ce qu'on appelle enfin, la table de la loi normale. C'est ce que vous avez d'ailleurs en fin de QCM à chaque fois pour répondre. Et ça, c'est extrêmement pratique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si j'ai une courbe qui ressemble à une loi normale centrée réduite, je vais pouvoir savoir quelle est la probabilité d'avoir des personnes qui, par exemple, mesurent plus de 1 m 90, par exemple. Okay. Mais d'abord, il faut faire une étape. C'est quoi l'étape? C'est que là, la moyenne elle est de 0. Or, tout à l'heure, par exemple, je vous avez dit quoi? Je vous avais dit que la taille, la moyenne pour les hommes, c'était de 1,78. Donc, le gros problème, c'est de transformer cette courbe pour que la moyenne qui était d'autrefois de 1,78 soit ici, en 0. Et donc, comment on s'y prend pour faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on appelle, donc, on va la centrer et la réduire. Ok, ça, vous l'avez compris maintenant, c'est la quatrième fois, je crois que je vous le dis. Comment on fait? On doit faire la, 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 la fonction que respecte la taille, qu'on appelle une fonction, ici, il l'appelle x, on va l'appeler directement comme dans le poly, on va l'appeler z, enfin, non, y. Donc, ça, c'est la fonction y. OK? 1,78 de moyenne, etc., etc. On va la centrer, la réduire. Comment on s'y prend? Déjà, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que y avait 1,78 de moyenne et l'écart type, bon, je ne sais pas, il est de combien? Il est de 2 ou je ne sais pas combien. C'est-à-dire qu'il y a un écart type en général par rapport à la moyenne de 2. On veut la centrer, la réduire. On va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler z, qui va être égale à y moins 1,78 sur 2. Et en gros, ça veut dire que je vais faire la variable aléatoire moins sa moyenne divisée par son écart type. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Z. Z, qu'est-ce que c'est Z? Z, c'est la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire que grâce à Z, ensuite, étant donné que je connais la table, vous savez, les tables qu'on a, il y a pas, ils n'ont pas mis la table et enfin en annexe, en fin du polycopier. En gros, c'est les tables qu'on a pour la loi de student, la loi du Q2 et la loi la normale. C'est en gros pour la normale, elle se base sur les lois qui sont les lois normales centrées et réduites. Donc, par exemple, si je veux savoir quelle est la moyenne que les personnes aient, je sais pas moi, une taille supérieure à 1,78, bah, je vais partir d'abord d'une valeur que je peux trouver en Z. Okay. Je ne sais pas si parfois vous avez ce genre de QCM. La dernière fois, je crois, on est curieux, je vous en ai mis un en plus, où en fait, à partir de Z, il fallait retrouver la valeur de Y. Okay. Mais donc, en partant,
de Z. Z, qu'est-ce que c'est? Donc Z, c'est la variable aléatoire de la loi normale centrale réduite. Ici, l'air qui est ici, en fonction deux limites que je vais mettre là, je vais avoir une aire qui va différer. Ok. Alpha, c'est ça. Alpha, c'est ce qu'il y a là et c'est ce qu'il y a là. 1 moins alpha, c'est quoi? C'est toute l'air qui est là. Donc, tout ça. 1 moins alpha, il est égal à la probabilité que le n soit un alpha ici et, et n alpha là. En gros, ça va être la probabilité que l'air soit entre la probabilité, quelle est la surface que j'ai de courbe entre ces deux n alpha. OK? Là, il n'y a pas une grosse différence entre là en probabilité, enfin pour ce cours-là, si on met des égales, enfin des supérieurs, strictement supérieurs ou supérieurs et égales, c'est pareil pour ce cours-là, ok? Et donc, ça, c'est les probabilités. Et avec cette formule-là, c'est là que vous allez avoir tous les trucs là que vous avez à chaque fois en QCM. Donnez-moi la probabilité quand le n est égal à 1,96, quand il est égal à je ne sais pas combien. Bah, en fait, c'est à partir de ça qu'on se base. Ok. Et donc, le alpha, lui, bah, c'est le contraire. 1 moins alpha, étant donné que c'est égal, que c'est tout ça. Le alpha, lui, c'est la probabilité que z soit inférieur à moins 1 alpha ou supérieur à plus 1 alpha. Euh, pour ce qui est de cette partie, c'est bon, je vais tout effacer. Donc, là, moins 1 alpha, là, plus 1 alpha, et là, c'est z. OK? Or, on avait dit quoi? On avait dit que z est égal à y moins mu sur sigma. Sigma étant, comme je vous l'ai dit, l'écart type. Donc, si je veux partir de z et que je veux connaître la valeur de y, ce que je dois faire, c'est que je remplace z par la fonction qui est là. OK? Et donc, ça donne quoi? Ça donne 1 moins alpha qui est égal à p moins n alpha, z étant inférieur ou égal. Et là, je remplace z par y moins mu sur sigma qui est égal à n alpha, bon, plus n alpha. OK? Là, qu'est-ce qu'on fait là? On fait fois sigma de chaque côté. Là, le sigma là, qui est là, on le fait de chaque côté. On le multiplie de chaque côté. Et donc, ça va donner P de moins n alpha fois mu inférieur à y. Pourquoi j'ai mis? Pardon, je me suis trompé. Là, j'aurais dû mettre sigma inférieur. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait là, encore une fois? Là, on fait plus mu de chaque côté. Plus mu de chaque côté. Donc là, ça va donner. Je vais essayer de faire ça directement sur un truc un petit peu plus propre. Regarde juste la personne dans la salle d'attente. Pour revenir au cours. Donc, on est parti de euh, on est parti de Z est égal à Y moins mu sur sigma. Or, on a dit que la probabilité que moins n alpha soit inférieur ou égal à Z supérieur ou égal plus n alpha. On remplace ici le Z par Y.
Tout ça, c'est la partie pour les QCM où à chaque fois, il faut remplacer. Ok. Donc, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, vous faites fois mu, fois sigma de chaque côté, plus mu. Et donc là, ça donne quoi? Ça donne mu plus n alpha fois sigma inférieur à y. Voilà. Et donc là, vous avez retrouvé la formule lorsque vous devez remplacer par une loi centrée et réduite. La normale centrée et réduite. Ça, c'était la partie sur le alpha et ensuite vous remplacez. Donc, si vous avez un 645 pour un alpha de 0,10, bon, là, c'est vraiment des trucs basiques. On va le revoir après dans le cours de estimation. Mais ça, c'est pas vraiment ce qui est. Bon, ça, je pense que vous l'avez fait à force de faire des QCM quand même, euh, lorsqu'il faut remplacer, etc. La loi de student. Donc, la loi de student, en fait, c'est une loi normale, mais pour les effectifs qui sont inférieurs, pour enfin, les échantillons qui ont un effectif inférieur à 30 individus. Vous l'avez vu dans le dernier cours, il y a plein de pièges dessus. Si l'effectif il est supérieur à 30, on utilise la normale, donc avec les tables de la normale. Et si c'est un effectif inférieur à 30, c'est une loi de student. La loi de student, elle dépend d'un seul paramètre, c'est son nombre de degrés de liberté. Est-ce que vous savez ce que c'est que le degré de liberté? Quelqu'un sait me dire ou pas ce que c'est? Personne? Ok, ok. Donc, qu'est-ce que c'est le degré de liberté? C'est, euh, je vous donne par exemple 5 personnes, enfin, je mets par exemple 3 personnes qui sont euh, dans le live, par exemple. Je vais choisir Aliana, Ambre et Badr. Je vais mettre vos prénoms. Je choisis les 3 premiers. Donc là, regardez, je vais écrire vos 3 prénoms. Qu'est-ce que c'est le degré de liberté? Le degré de liberté, c'est l'indépendance que j'ai de choisir euh, des personnes au hasard. Par exemple, là, sur les 3 personnes, je peux choisir qui, enfin, je peux déjà choisir une des 3 personnes. Ok, donc, j'ai un premier choix. Donc, déjà, je vais choisir, je sais pas moi, je vais choisir Badr. Ensuite, il reste encore 2 personnes. Donc, sur les deux, je peux encore choisir une des 2 personnes. Là, je vais choisir Ambre. Et donc là, en troisième personne, bah, j'ai plus le choix, je dois obligatoirement choisir Aliana. Et donc, le degré de liberté pour un effectif de 3 personnes, il est de 2. Ok, j'ai eu l'occasion de choisir des prénoms à 2 reprises. Et donc, en fait, c'est ça le degré de liberté. C'est pour ça que lorsque vous avez, par exemple, un échantillon de, 26 personnes, le degré de liberté, c'est 25. Ok, à chaque fois, le degré de liberté, c'est l'échantillon, c'est l'effectif de l'échantillon moins 1. La loi de Student, elle ressemble en tout point à la loi normale centrée réduite, sauf que, étant donné que la loi normale centrée réduite, elle ne dépend que de la moyenne et de l'écart type, enfin, la loi de Student, lui, ne dépend que de son degré de liberté. Ok. La loi de Student, c'est aussi une courbe qui est centrée en zéro et qui est symétrique par rapport à zéro. Ok. Et plus le degré de liberté est élevé, et plus la courbe elle va se rétrécir et monter vers le haut. Ok. Si le degré de liberté augmente, la moyenne, enfin le mode, on va dire, augmente. L'effectif, enfin, le Y du mode augmente. Pour la de student, c'est pareil, enfin, c'est les mêmes procédés que pour la normale, sauf que du coup, les tables sont pas les mêmes, donc attention à ça en QCM. Et pour finir, donc, pour ce cours, ce qui est important, c'est la loi du Qui2. La loi du Qui2, c'est plus une loi qui est symétrique par rapport à zéro ou quoi que ce soit. C'est vraiment une loi qui est asymétrique et qui est unimodale, enfin qui est unilatérale, pardonnez-moi. En gros, vous avez vu pour la de student qu'on peut aller soit ici,
à droite, soit à gauche. C'est-à-dire qu'elle est bilatérale, ok, des deux côtés par rapport à zéro. La note de qui 2, elle, c'est différent. Elle est unimodale, c'est-à-dire qu'elle va commencer d'un côté, puis elle va aller que vers la droite. Ok, vous n'avez pas ici par rapport à zéro, qui est là, vous n'avez pas de courbe à gauche. La loi du Q2, elle est asymétrique, donc ça, c'est une différence. Par contre, point commun avec la loi de Student, c'est qu'elle dépend, elle aussi, de son degré de liberté. Donc, vous allez voir ça dans le dernier cours de l'unité d'enseignement de maths. Donc, je crois que pour certains d'entre vous, vous l'avez presque tous fait. Vous avez vu, vous allez voir comment vous en servir de la loi du Q2, mais c'est presque pareil que la loi du Student, c'est-à-dire qu'on va lire les cours, enfin, les valeurs dans dans les tables et donner une valeur en retour. À la seule différence que du coup, il ne faudra pas diviser par deux. Par exemple, si je vous demande quel est l'air ici, l'air seulement ici, pas de l'autre côté aussi, seulement l'air qui est là, ça va être quoi? Ça va être égal à alpha sur 2. Pourquoi? Parce que lorsque moi, je vais aller lire la valeur dans la table de la normale, par exemple, de la douceur, pardonnez-moi, par exemple, pour 2,228, le alpha, il est de 0,025. Ça veut dire que si là, c'est moins 228 et là, c'est plus 2,228, ici et là, il va y avoir une aire qui correspond à 5% de la surface totale. Mais donc, si je vous demande seulement quelle est l'aire qui est là de ce côté-là, ben, ça va être du coup 5, c'est 5 divisé par 2. OK? Et donc, ça va être alpha sur 2. En revanche, pour la logique 2, étant donné que le unilatéral, le alpha, lui, il n'a pas besoin d'être divisé par 2. OK? Donc, si je vous dis que le alpha, là, il est je sais pas moi, de 5%, ben, il reste à 5%. On ne divise pas par 2. On a fini pour ce petit rappel sur le cours de la normale. À savoir que tout ce qui est rappel ici avec le coefficient de Pearson, enfin, c'est plutôt des petites notions assez importantes à apprendre. Ok. Et pour ceux qui ne travaillent que sur les résumés, sachez que ce n'est pas suffisant les résumés que vous avez en fin de cours. Ça, c'est seulement si vous voulez comprendre le gros du truc, mais si vous voulez avoir tous les détails, surtout pour le deuxième cours de la partie biostat, donc une notion de proba, il faudra bien travailler sur le cours directement du poly, le gros cours, et pas seulement sur les résumés. Les résumés sont juste là pour voir si, bon, si vous avez compris ou pas. Estimation ponctuelle et intervalle de confiance. Donc là, c'est un petit peu plus facile. Euh, sur ce cours, il y a plus d'analyses que vous l'avez vu vous-même. Ce cours, c'est un cours qui tombe plus, et du coup, c'est presque tout le temps les mêmes trucs qui tombent. Il faut trouver l'intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'on vous donne une valeur. Vous avez tous fait ça pour ceux qui avaient l'aspect physique. On vous donne une valeur. Vous mesurez, je sais pas moi, un truc à la règle ou à la calculatrice ou quoi. Vous trouvez un résultat. Par contre, ce résultat, il ne suffit pas. Il faut donner un écart type ou plutôt une estimation, un intervalle de confiance. Il faudrait dire quel est, ok, j'ai trouvé par exemple que je sais pas moi, que vous avez fait une mesure avec un microscope en SVT ou quoi, ok, le truc il mesure 40 micromètres, mais quelle est la probabilité que je me sois trompé dans mes calculs, ok. Par exemple, il faudra dire 40 micromètres, plus ou moins 2-3 micromètres, il faudra dire qu'en gros, 95%, il y a 95% de chances que la vraie valeur, qui soit le vrai truc, soit compris entre 40 micromètres plus ou moins 2 micromètres. Donc entre 42 et 38. C'est ça l'intervalle de confiance. Et il permet vraiment d'être plus précis. Parce que donner seulement un résultat comme ça n'a pas d'intérêt si on ne sait pas quelle est la probabilité de se tromper quand je donne ce résultat. Étant donné qu'on n'est pas dans une des sciences exactes, surtout là, c'est des maths pures, on ne vous donne pas beaucoup de cas concrets. Sachez que ça, par exemple, ça peut servir beaucoup en physique, où on n'est pas vraiment dans une science exacte, mais on a des valeurs à peu près certaines, où il faut donner un intervalle de confiance pour savoir à quoi est-ce qu'on a affaire. Un échantillon. Donc tout ça, là, c'est juste, surtout cette phrase-là, c'est des paragraphes qui sont un petit peu qu'à apprendre, ils ne sont pas vraiment à comprendre, mais c'est à force de faire. Vous allez voir dans les annales que c'est tout le temps les mêmes trucs qui tombent, tout le temps les mêmes phrases. Donc, c'est pas vraiment ça qui, qui est le plus compliqué pour ce cours-là. Donc, cette phrase-là, enfin celle-là, un bon estimateur doit être son biais, c'est important. OK? Un estimateur et son biais,
de θ si de U est égal à θ. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir mon estimateur. Mon estimateur, c'est, je sais pas moi, un outil qui permet de calculer quel est le pourcentage de personnes qui ont, euh, qui ont les yeux marrons dans la population. Si je me rends compte que mon estimateur, il me donne quoi? Il me donne, je sais pas moi, il me dit 50% des gens, ça c'est l'estimateur, c'est mon outil à moi que je viens de créer, il me dit que 50% des personnes dans la population, elles ont les yeux marrons. OK? Si je vais comparer cette valeur à la vraie valeur que j'avais, mais que voilà, la vraie valeur, je la connais. C'est pas 50%, on va dire, c'est 60, c'est 60%. OK? 60% de la population a les yeux marrons. OK. Ça veut dire que si je fais ce que j'ai trouvé avec mon estimateur moins la vraie valeur de la population, le truc il va être différent de zéro. Okay. Ça veut dire que mon estimateur il est biaisé, il n'est pas bon. Par contre, si si j'avais donné la même valeur, donc j'avais calculé un total de 60% de personnes qui ont les yeux marrons, et hors de la population, il y a vraiment 60% des personnes avec les yeux marrons, mon estimateur là, il serait sans biais. Donc, le voici sur une courbe. Ça, c'est différents estimateurs, un estimateur U1, un estimateur U2, qui ont leur moyenne qui est centrée sur la vraie moyenne. Donc, ce sont des estimateurs sans biais. En revanche, U3, lui, c'est un estimateur avec biais, c'est-à-dire qu'il est biaisé, il ne donne pas une bonne valeur. Entre U1 et U2, quel est le meilleur estimateur? Ça va être celui qui est le plus centré sur la moyenne. C'est celui qui est vraiment à des valeurs le plus proches de la moyenne. Donc, ça va être U1, parce que la courbe, elle est comme ça. Tandis que U2, c'est plus dilaté. Toujours des petits rappels sur la variance, rien de bien méchant. Estimation ponctuelle. Donc là, c'est beaucoup de blabla pour rien dire finalement. Ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est quelques formules pour ce cours. Ok, là, c'est un cours qui demande d'apprendre des formules. Rien de compliqué, c'est juste quelques formules histoire de vraiment aborder la suite le plus sereinement possible parce que c'est des formules qui vont vous être redemandées par la suite, surtout dans les derniers cours. Donc, je vous conseille de les apprendre et de ne pas faire d'impasse dessus. Donc, pour commencer, vous connaissez tous la formule bon, de la variance. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas la formule qui permet de passer de la variance à l'estimation de la variance. Qu'est-ce que c'est? En gros, moi, je vous donne sur la population française, vous êtes d'accord avec moi, déjà partir du principe que on ne peut pas faire un test ou une expérience sur toute la population française. Donc, à chaque fois qu'on fait une expérience, on la prend sur un échantillon. Je veux savoir quelle est la probabilité, je vais reprendre mon exemple, tiens, je vais reprendre les yeux marrons, ou plutôt, non, un autre exemple, quelle est la probabilité de fumeurs, quelle est la quantité de fumeurs dans la population française? Vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas pouvoir faire un sondage sur les 67 millions d'habitants qu'il y a en France. Ce serait trop compliqué, impossible matériellement, financièrement, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça directement sur des échantillons. C'est-à-dire qu'on va prendre des personnes. Par exemple, je prends ce que je peux. Ok, plus je prends de personnes, mieux c'est. Mais je peux prendre que 1000 personnes. Je demande à 1000 personnes si elles fument. Et je me rends compte que sur ces 1000 personnes, il y en a 200 qui fument. Ok. Euh, Vous allez avoir une moyenne, ok, vous allez prendre plusieurs échantillons. Ok, le premier, il va y avoir 200, deuxième, il va y avoir 192, le troisième échantillon, vous allez encore prendre 1000 personnes et vous allez voir que la moyenne est de 230. Vous allez prendre encore 1000 autres personnes, vous allez voir que la moyenne elle est de 199, etc., etc. Euh, à la fin, vous allez avoir plusieurs moyennes de plusieurs échantillons. Ok. Et donc, vous allez pouvoir aussi calculer donc, la variance. La variance qui nous donne à peu près quel est l'écart par rapport à la moyenne. La variance de l'échantillon va nous permettre de trouver une estimation de la variance. Okay. En partant de. Déjà, on peut avoir deux paramètres qui s'approchent de la quantité de fumeurs dans la population française. Déjà, quand on fait la moyenne des échantillons, c'est-à-dire 200 personnes, bon, on est à peu près sûr, certain que la quantité, enfin, la probabilité de personnes dans la population française soit à peu près similaire, c'est-à-dire 200 sur 1000 ou 20% à peu près. Lorsqu'on veut estimer la variance, elle, par contre, la variance, c'est une formule qui est à apprendre si je calcule une variance de 7, okay, une variance de 7
dans ma population de 1000 personnes et il y en a 200 qui fument, une variance de 7. Si je veux avoir une estimation de la vraie variance de la population française, je dois faire la variance dans l'échantillon, donc 7, fois 1000 personnes, divisé par 1000, moins, 1000 moins 1. C'est la formule, c'est n moins 1, donc 999. Et le résultat, il va nous donner quoi? Il va nous donner l'estimation de la variance dans la population. OK? Je mets bien l'accent sur l'estimation. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pièges dessus. On doit bien faire attention à ce qu'il y ait estimation de la variance de la population. À savoir juste un dernier truc, c'est que la notation, elle change maintenant. Variance, autrefois, on l'écrivait V var, ok, var x. Maintenant, lorsqu'on parle de l'estimation de la variance de la population, on l'écrit avec S petit x, puissance 2, ok, exposant 2. Et donc, si je voulais mettre seulement l'écart type, lui, va s'écrire Sx. Grâce à ça, ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir faire on va le revoir, vous allez pouvoir faire des intervalles. Mais ça, c'est après. Estimation d'une proportion, de la variance d'une proportion. Maintenant, vous avez directement une proportion de personnes. Par exemple, vous voulez savoir quelle est la quantité de personnes qui ont les yeux marrons dans la population française. Donc, vous prenez encore vos échantillons et vous vous rendez compte que du coup, il y a 40 personnes sur 100, à chaque fois que vous prenez un échantillon, il y a 40 personnes sur 100 qui ont les yeux marrons. La variance, qu'est-ce qu'elle va être? La variance, la formule, ça va plus être var fois l'effectif divisé par l'effectif moins 1, mais ça va être la probabilité, donc P, qui est de 40%, donc 0,4, fois 1 moins 0,4, divisé par N, donc 200. Donc ça fait 0,6 fois 0,4 divisé par 100. Et donc ça fait 2,4 10 puissance moins 3. Mais bon, il n'y a pas de calcul dans les QCM en général. Deux phrases qui sont importantes, voire très importantes. Enfin, deux grosses parties qui sont à surligner, à prendre par cœur parce que ça tombe tout le temps, mais surtout ce sont des points faciles, des points gratuits. Ces quatre phrases-là, ce sont des phrases qu'il faut impérativement connaître, mais surtout comprendre. On accepte qu'il y ait alpha fois 100 chances sur 100 de se tromper en disant que θ appartient à l'intervalle. Donc, je fais un intervalle, je me rends compte que la moyenne en mathématiques en UE4 à la fac, c'est 12. Sur ces 12, je vais faire un intervalle, OK? Je ne suis pas sûr à 100%. Moi, c'est une estimation. Pourquoi? Parce que j'ai pris 50 étudiants. Je vous donne un exemple. J'ai pris 50 étudiants à la fac, je leur fais passer une écurie de UE4 et en fonction de la note, bah, je vais pouvoir estimer quelle est la moyenne à la fac en UE4. Bah, je me rends compte que sur mon écurie, parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est impossible de réunir les 1600, sauf au jour du concours, mais le jour du concours, je ne peux pas faire un test. Moi, c'est maintenant que je vais faire le test. Je prends une écurie de 50 personnes. 50 personnes, elles font l'écurie du 4. Et je veux savoir, du coup, quelle est la moyenne dans la population. Donc, je trouve qu'il y a une moyenne de 12. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une estimation, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr de moi à 100% qu'elle soit 12 piles. Et donc, il va falloir construire un intervalle de confiance. Je vais construire mon intervalle de confiance, c'est-à-dire, il va me dire, OK, euh, c'est pas exactement 12, mais j'ai 95% de chances que la vraie moyenne dans la fac soit comprise entre 11,8 et 12,2. 95% de chance. Ça veut dire que le reste, là, vous avez 95, et là, il y a 5%, enfin, 2,5 ici, et là, 2,5% ici. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte qu'il y a 100 alpha, donc alpha ici 2,5%, fois 100, donc 2,5 chances sur 100 de se tromper en disant que 12, c'est la moyenne, enfin 12 appartient à un vrai intervalle. Ça veut dire que j'ai 5,
5 chances sur 100 de me tromper en disant que la moyenne, elle est comprise entre 11,8 et 12,2. Du coup, c'est pareil au sens inverse. J'ai 95 chances sur 100 de ne pas me tromper en disant que la vraie moyenne à la fac en UE4, elle soit comprise entre 11,8 et 12,2. Et la deuxième propriété, enfin, le deuxième type de phrase à apprendre, c'est toute chose égale par ailleurs, il est autant plus large que alpha, enfin, par ailleurs, il est d'autant plus large que alpha est petit. Toute chose égale par ailleurs, il est d'autant plus étroit que n est grand. Donc, ça fait référence, cette phrase-là, ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la normale. Ok. Plus alpha il est petit et plus la surface, on va dire, l'air, elle est grande. Ok, donc, je trace mon truc. Si je prends alpha comme ça, bah, l'air, elle va être petite. Par contre, si je prends alpha ici, bah, l'air, ici, elle va être plus grande. Ok. Tandis que la deuxième phrase, toute chose par ailleurs est d'autant plus étroit que n est grand, bah ça on l'a vu par exemple avec la loi de Student, plus n est grand, plus le degré de liberté est grand, et plus le degré de liberté de DDL est grand, et plus la courbe elle est centrée sur la moyenne. Et là, on va vraiment rentrer, donc tout ça, là, vous en foutez, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour ce cours-là. Donc, première chose à savoir, c'est que lorsque, ça, enfin, je l'ai dit, c'est que lorsque ce sont des échantillons supérieurs à 30 personnes, étant donné qu'en général, dans la nature, lorsqu'il y a un grand effectif, une valeur suit une loi normale, on va utiliser une loi normale. Tandis que si c'est inférieur à 30, on va suivre une loi de Student. Et donc, c'est pour ça que ici, dans ce tableau-là, si on vous dit un grand échantillon ici ne suit pas une loi normale ici, bah, on va tout de même retrouver cette formule-là. Pourquoi? Parce que même si elle ne suit pas la loi normale, on va être approximativement une loi normale. Parce que je vous ai dit que dans la nature, tout ce qui est un grand effectif suit une courbe de la loi normale. Intervalle de confiance, euh, on va dire que ça, c'est vraiment la plupart, mais vraiment la plupart des QCM. Les intervalles de confiance. Les intervalles de confiance, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez fait avec les lois normales, les alphas, etc. Ça ressemble vraiment, il n'y a pas énormément de différence. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste apprendre les quelques formules qui sont. Donc, on va reprendre directement l'exemple du polycopier. Donc, je vous donne une moyenne. OK? Je vous dis, sur un effectif de 100 personnes, il y a une moyenne mu de 13. Quel est l'intervalle de confiance du coup de 13? Quelle est la valeur, la probabilité que mu soit vraiment 13 dans la vraie population? Moi, sur ces 100 personnes, la moyenne, j'ai trouvé 13. Mais quelle est la probabilité que le 13, je le retrouve aussi dans la vraie population? Ben, pour ça, c'est simple. On va écrire 13 pour construire l'intervalle de confiance, c'est 13 plus ou moins le alpha que je veux, donc en fonction du alpha que je veux, si je veux que ce soit vraiment un intervalle de confiance très précis, je vais donner un alpha qui va être très grand. Par exemple, 95%. Et donc, le alpha, enfin, le N alpha pour 95%, c'est 1,96 plus ou moins fois, et là, fois quoi? Fois l'écart type, donc SX sur la racine carrée de l'effectif. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner ici SX, on l'a pas. Bon, on va l'inventer. On va dire que ici la variance, elle est de 16. Pardonnez-moi, l'estimation de la variance, elle est de 16. Et donc là, là, on va remplacer S de X et racine carrée de N. Et ça va nous donner donc ici 4 et là 13. Et là, si vous résolvez l'équation, vous allez trouver l'intervalle de confiance avec plus ou moins. À savoir une chose, c'est qu'en général, je dis bien en général, il n'y a là, ces calculs ne sont pas résolus. En général, le prof, lui, ce qu'il cherche, c'est juste de savoir si vous avez compris ou pas. Ça veut dire que là, ce que j'aurais pu vous faire, c'est que j'aurais pu directement vous mettre l'intervalle de confiance. Ok, donc là, je fais le calcul, je trouve un truc, et du coup, je fais 13 plus ce truc et 13 moins ce truc. Mais donc, le problème, c'est quoi? C'est que le prof s'est rendu compte, après beaucoup d'années, que les élèves ne savaient pas résoudre ces équations, même si elles paraissaient simples. Et donc, lui, ce qu'il voulait savoir, c'est juste vous évaluer sur la capacité à comprendre le cours. Donc, en fait, les questions,
elles vont rester sous cette forme-là. Le prof, il va pas vous mettre un QCM, il va vous proposer la vraie valeur. Sauf si c'est vraiment un truc très, très simple. En général, c'est sous cette forme-là que vous allez avoir des QCM. C'est-à-dire que je vais vous donner cet intervalle de confiance. Bah, je vais vous dire l'intervalle de confiance de 13 correspond à ça. Voilà, du coup, là, c'est vrai parce qu'on vient de le calculer. Ça, c'est l'intervalle de confiance pour des valeurs quantifiées. Lorsque c'est un pourcentage ou une proportion, l'écart type, il va se noter différemment. Ok. Donc, l'écart type, on avait vu ici qui sont notés comment? Ils sont notés, bah, déjà, S de x au carré, c'est notre n-a fois var dans l'échantillon. Et donc, si je veux l'écart type, bah, du coup, je fais la racine carrée de tout ça. Ça, c'est lorsque vous avez des valeurs quantifiées. Mais lorsque ce sont des proportions, donc par exemple, la proportion de personnes qui ont les yeux marrons dans la population, bah, l'écart type, ça va être quoi? Ça va être SF qui va être égal du coup à la racine carrée de 0,4 fois 0,6 sur l'échantillon. Donc, si vous prenez 100 personnes, bah, ça va être 100. Et donc là, vous avez F, vous avez N alpha et vous faites plus ou moins S fois SF. Là, c'est juste des grands calculs pour rien à la fin. Et donc là, pour cette partie-là, je pense que on est bon pour ce qui est des intervalles de confiance. Maintenant, la situation d'une... Vous avez vu qu'il y a deux différences. Donc, soit on estime une moyenne, soit on estime une proportion. C'est-à-dire une moyenne, un chiffre, une proportion, un pourcentage. Si on estime une moyenne, la variance elle va s'écrire SX. Et si on estime une variance dans une proportion, la variance elle va s'écrire SF carré. Ou en fonction, si c'est un écart type, vous mettez juste le SF. Ce qu'il faut savoir absolument, c'est que euh, là, il n'y a rien à apprendre pour tout ça. Quand vous vous en fichez. Ce qui tombe vraiment, nous, dans le cours, et surtout ce qui va nous servir pour le cours d'après, celui de études de cas qu'on va faire samedi soir, ça va être tout ce qui est l'estimation du moyenne. Vous allez revoir, on va s'en servir encore, ça, tout ça. Donc, on va se mettre en pratique. Pour ceux qui n'ont pas trop compris les derniers cours de maths, bon, on vous a souvent dit, et à juste titre, qu'il fallait bien comprendre les anciens cours avant de attaquer le dernier cours de maths. Et du coup, si vous comprenez bien le dernier cours de maths, ça peut aussi vous servir à bien comprendre les anciens cours. Donc, ça va à double sens. Et donc là, sur ce tableau, encore une fois, ils nous ont mis un petit résumé. C'est une bonne base. Ok. Mais surtout, ces phrases-là, elles sont bien à apprendre. Ces deux dernières phrases, elles sont bien à apprendre. Les QCM, je vous conseille de les faire. Ok, ces QCM-là, par exemple, parfois les profs peuvent s'en servir d'exemple pour les annales. Et surtout, il n'y a pas la collection. La collection, vous allez la trouver à la fin du polycopier. Ok, c'est tout en bas dans le polycopier que vous trouvez la correction. Elle n'est pas corrigée. Donc, il va falloir que vous corrigiez vous-même. Dernière partie, ça va être donc, indicateur et courbe de survie. Donc là, c'est un cours qui est simple, on va dire. Il reprend un petit peu beaucoup de bases, que ce soit des bases du lycée où vous allez revoir un petit peu l'incidence et tout, ou alors des nouvelles choses qui vont vous servir plus tard. Il y a des questions, je crois. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Oui, moi j'ai une question. Euh, Pourquoi un 96? Un 96, juste un exemple. Un 96, c'était pris dans le cas lorsqu'on veut une loi normale à 5% d'erreur. Euh, mais ça, c'était dans la table que vous allez revoir à la fin du cours, à la fin du polycopier, une table. Là, je suis sur tablette. Je n'ai pas réussi à trouver la table directement sur. Enfin, je ne peux pas directement mettre la table et faire plusieurs fenêtres. Et du coup, oui, j'écoute la question. Du coup, c'était ça. Ah, ok. Pour ce qui est pour ce qui est du 1,96, le 1,96, c'est le n alpha que tu veux lorsque tu veux une erreur de 5%. C'est-à-dire que si tu prends ta loi normale tout à l'heure, je vais te faire un petit truc pour que tu comprennes bien.
Donc, tu prends ton 1 alpha. Donc là, c'est une masse normale centrée réduite à 0. Je vais prendre, si je prends un truc, en fait, ils se sont rendus compte que enfin, le 1,96, ils l'ont pas trouvé. Enfin, ils l'ont pas calculé. Ils l'ont justement observé. Si tu prends le 1,96, tu te rends compte que 95% de l'air qui est là, elle est comprise entre moins 1,96 et plus 1,96. Et dans le reste, il y a 5%. Donc là et là, il y a 5%. C'est bon? Oui, non? T'as compris? Oui, c'est bon, merci. Ok. Maintenant, on va reprendre le cours avec indicateur et courbe de survie. On va essayer de faire vite pour que je vous laisse retourner travailler. Donc, indicateur et courbe de survie, c'est des choses très basiques. Donc, on commence directement avec la prévalence. La prévalence, c'est un terme que vous avez peut-être pu entendre à de multiples reprises sans savoir ce que c'est. En gros, la prévalence, c'est la probabilité que ce phénomène arrive. En général, en médecine, la prévalence, c'est la probabilité de la maladie. Par exemple, si je vous dis quelle est la prévalence du diabète en France, bah, le truc, c'est la prévalence, ça va être la probabilité que vous ayez le diabète. Donc, 3-4%, je crois, un truc comme ça. Donc, prévalence est égale à probabilité de maladie, en gros. Ok. Et comment on le calcule? Bah, c'est simple, c'est un pourcentage. Donc, la quantité de personnes qui l'ont sur la quantité totale des personnes en France. Donc, vous faites, je ne sais pas si c'est, d'ailleurs, je crois que c'est plus que 3%, je crois que c'est 5%. Vous faites, il y a 3 millions de personnes en France qui ont le diabète, donc vous faites 3 millions divisé par 67 millions. Et ça, c'est la prévalence du diabète. Le risque. Le risque, enfin, le risque ou incidence, ok? Donc là, mettez bien ici à côté d'incidence. Risque, c'est synonyme. Risque, il se définit comme incidence et c'est la probabilité d'attraper une maladie en gros. Par exemple, la probabilité du cancer bronchique en France, elle est de 15 pour 100 000 personnes par an. Ok, donc, c'est par unité de temps. Ici, vous voyez bien là, que vous avez un nombre de cas dans la période, c'est-à-dire que vous commencez aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, vous allez calculer pendant un an la probabilité de personnes qui ont le cancer bronchique sur 100 000 personnes. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner 15 personnes qui ont eu le cancer sur 100 000 par an. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez bien qu'il y a un lien, en gros, entre l'incidence et la prévalence. La prévalence, est égal à l'incidence fois la durée. Ok. En gros, vous voyez bien que l'incidence, l'incidence, on le divise par le temps. C'est une prévalence qu'on divise par le temps. Parce que là, regardez, il y a une période par unité de temps, et là, elle n'y est pas. Ici, il n'y a pas d'unité de temps. Donc, I est égal à P sur D. Donc, ça, c'est une petite formule à connaître, mais elle est logique. Ok. Donc, la prévalence est égale à l'incidence. Donc, euh, quelle est la probabilité d'avoir une maladie au bout de la probabilité de gens qui ont cette maladie au bout de 20 ans, par exemple. Ça, c'est la prévalence. Ça, la sensibilité, la spécificité, la VBP et la VPN, on va essayer de faire une petite courbe là maintenant pour que vous compreniez bien. C'est une partie qui peut être compliquée à comprendre, mais vous allez voir que vous allez vite, ça va vite rentrer. Donc, on va faire un tableau. Ici, je vais mettre les gens qui sont malades. Là, les gens qui sont non malades. Là, les gens qui ont la maladie, et là, enfin, qui sont testés positifs, par exemple, au test du Covid. Ok. Et là, c'est les gens qui ont été testés négatifs au test du Covid. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je vais vous donner des valeurs. Ok, elles sont arbitraires. Je vais prendre 100 personnes. Dans les marginales, ici, je vais mettre 40 personnes qui ont la maladie. Là, je vais mettre 30. Là, je mets 10.
Là, je vais mettre 60. Là, je vais mettre 50, 10, 40, 60, 100. Bon, là, le 30, qu'est-ce que c'est? Le 30, c'est la probabilité d'avoir et la maladie et d'être testé positif. OK? Le 10, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'être testé négatif et, enfin, d'être testé positif et de ne pas être malade. Donc, je vous rappelle une chose, je vous rappelle que M, ici, M, il se note P, la prévalence. Vous avez dit en médecine, prévalence et probabilité d'avoir la maladie, c'est en gros synonyme. Maintenant, on va définir 4 paramètres. Sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative, valeur prédictive positive. La sensibilité, qu'est-ce que c'est? SE, c'est la probabilité d'être testé positif parmi les gens malades. La spécificité, c'est SP, elle se note, T- parmi M-. La VPP, ici la VPN, c'est P de M+, parmi T+. Là, c'est P de M- parmi T-. OK? Donc, ça, c'est 4 paramètres. Là, vous allez avoir un tableau avec plein de formules. OK, donc, je vais vous montrer juste pour que vous compreniez toutes les formules à apprendre. On va essayer vraiment de montrer ça étape par étape pour que vous n'ayez pas tout ça à apprendre à la fin. À la fin, vous allez vous retrouver avec tout ça. Donc, vous vous perdez vite si vous n'avez pas compris le truc. Donc, avec les explications que je vais vous donner, tout ça, là, vous pourrez le barrer. OK? Je vais vous expliquer tout ça avec des mots et des formules un petit peu plus simples. En gros, spécificité, on avait dit quoi? On avait dit que la spécificité, c'est la probabilité de T+, sachant M+. OK? Or, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P de T+, inter M+, divisé par P de M+. Et c'est égal à quoi? C'est égal, du coup, à la sensibilité. OK? Donc, en gros, on a remplacé ça par tout ça. C'est égal à la sensibilité. Or, P de M, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que c'était la prévalence. OK? Donc, on efface et on met prévalence à la place. On note petit p. OK? C'est un petit p, différence à faire, différentiel avec la probabilité. Et donc, SE fois P est égal à P de T+, sachant M+. Vous êtes d'accord avec moi ou pas jusqu'à là? Enfin, j'espère. Donc, P de T+, sachant M+, c'est ça. C'est le 30 là. Okay, c'est la probabilité d'avoir et la maladie et d'avoir été testé positif. Donc, c'est le 30. Et donc, le 30, si jamais je n'ai pas de valeur, mais que je veux remplacer par des valeurs, enfin, des formules littéraires, ici, là, le 30, je le remplace par SE 3P. OK? Je vais effacer toutes les valeurs. Donc, là, comment il se note le P de M+, sachant témoin? Bah, c'est simple. P de témoin, sachant M+, ça s'écrit comment? Ça s'écrit P de... Je n'aurai pas de place, donc je vais écrire en bas. Ça s'écrit P fois P de M+. Or, P de témoin, sachant M+, c'est quoi? C'est 1 moins la sensibilité. Parce que la sensibilité, c'était quoi, on avait dit? Enfin,
On sait que P de T plus sachant M plus est égal à la sensibilité. Ok. Donc, 1, donc P de T moins sachant M plus est égal à 1 moins sensibilité. Et donc, on remplace tout ça. On remplace. Et donc, ici, là, on note ça, 1 moins sensibilité fois P. Ici, on met quoi là? P de M moins, sachant T plus. Bah, on reprend le truc. Déjà, ici, qu'est-ce que c'est? C'est P de M moins inter T plus. Donc, la probabilité d'avoir testé positif à la maladie et d'avoir été en réalité négatif. Enfin, en réalité, on n'a pas la maladie. OK? Ça, comment est-ce que ça se note? Bah, toujours pareil. On réécrit d'abord. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est P de T plus inter M moins. Ça s'écrit P de T plus M moins fois. Bon, pardon, je n'ai pas la place, donc je l'écris en bas, mais c'est un fois P de M moins. Ça s'écrit comment? Bah, ça s'écrit. Déjà, ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est 1 moins P de T moins, sachant M moins, qui est égal du coup à P de T plus, sachant M moins. Or, ça, c'est égal à la spécificité. Et donc, P de T plus, sachant M-, c'est égal à 1 moins SP. Ensuite, P de M-, ça s'écrit comment? 1 moins P de M plus, qui est égal à 1 moins P, la prévalence, c'est égal à P de M-. OK? Et donc, si on fait 1 moins P fois 1 moins SP, on le met ici. On va d'abord écrire. Voilà. Bon, je n'aurai pas la place pour remplir là. Je vais essayer. Bon. Et du coup, là, je mets quoi? Déjà, je pars du truc. Déjà, là, c'est P de M- inter T-. Or, P de... Bon, je vais faire un petit peu de place. Là. Déjà, nous, ce qu'on cherche, du coup, c'est P de T-. On écrit P de T- inter M-. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit P de T-, sachant M-, fois P de M-. Et donc ça, c'est égal à quoi? Bah, ça, c'est égal à la spécificité. Et ça, c'est égal à 1 moins P, 1 moins la prévalence. Donc ça fait SP fois 1 moins P. Et donc, ça, c'est égal à ça. Et donc là, vous remplacez SP 1 moins P. Et donc voilà, vous avez la totalité. Ensuite, VPP et VPN. Bah là, on ne va pas tout écrire, c'est simple. Moi, je vous donne mes techniques à moi, enfin, celles que j'avais du coup pour aller plus vite sur ça. VPP sur VPN, qu'est-ce que c'est? Bah, VPP, c'est la probabilité de, enfin, SE fois P sur SE fois P plus 1 moins P, 1 moins SP, qui est égal à la VPN. Ensuite, enfin, la VPP. La VPN, elle va être égale à SP 1 moins P, OK, sur
1 moins SE fois P plus SP moins P. En gros, on prend le truc et on le divise par la somme du truc. OK? Là, pareil, on reprend SE fois P et on divise par la somme des deux qui sont là. Et donc, c'est pour ça que si vous avez ce tableau en tête, vous allez pouvoir retrouver la sensibilité, la VPN, la spécificité, la VPP, etc. Et donc, dernière chose à apprendre, l'erreur. Donc, l'erreur, c'est quoi? C'est la probabilité que je me trompe dans mon test. Par exemple, quelle est la probabilité que le test du Covid me donne des personnes négatives, sachant qu'elles sont positives, et quelle est la probabilité qu'il me donne des personnes positives, sachant qu'elles sont négatives. Donc, l'erreur, elle se note comment? Elle se note. En fait, c'est ça, c'est ces deux parties-là, elle et elle. Donc, c'est ça et c'est ça. Donc, 1 moins SE fois P plus 1 moins P fois 1 moins SP, ça donne l'erreur. Donc, les faux positifs, les faux négatifs, etc., c'est tout ça. Donc, faux positif, c'est quelqu'un qui est positif, mais qui en réalité n'a pas la maladie. Donc, c'est lui, FP, donc faux positif. Et faux négatif, bah, c'est lui. C'est une personne qui est testée négative, mais qui a réellement la maladie. Et donc, l'erreur, c'est les faux positifs plus les faux négatifs. Et c'est une somme que vous allez devoir faire parfois en QCM. OK? Et tandis que là, vous avez du coup les vrais positifs. Et là, vous avez les vrais négatifs. Donc, on a fini pour cette partie-là. Donc, tout ça, là, si vous avez le tableau en tête, tout ça, vous l'effacez. Vous n'avez pas besoin de perdre de temps dessus. Si vous voulez peut-être relire. Là, c'est ce qu'on avait dit sur la formule de VVP. Donc, vous faites SEP divisé par la somme de toute la ligne, là. SEP plus 1 moins SP fois 1 moins P. Donc, si vous avez le tableau en tête, pas besoin d'apprendre. Là, pareil, on va encore blablater sur tout ce qu'on vient de faire. La formule, vous ne la prenez pas, que vous n'en servez pas maintenant au S1, donc ni au OS2, peut-être dans les années supérieures, mais pas maintenant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ailleurs le risque relatif, d'ailleurs, qui va nous intéresser, mais surtout, c'est les courbes qu'on va revoir après, la courbe de Kaplan-Meier. Le risque relatif, c'est quoi? Tout est dans le nom. Vous allez revoir dans le cours de principe des tests généraux. Un indicateur, un indicateur de l'influence du facteur et le risque relatif. Le risque relatif, c'est quoi? C'est en gros, grosso modo, c'est la probabilité, combien pour cent de combien j'augmente le risque d'attraper une maladie, par exemple, si je fume. C'est à peu près ça, le risque relatif. Et donc, il se mesure comment? Il se mesure par P de M, les personnes malades parmi les fumeurs, la probabilité d'être malade parmi les fumeurs divisé par la probabilité des malades parmi les non-fumeurs. Et ça me donne la probabilité de combien est-ce que j'ai plus de chances d'avoir la maladie si je fume. Quelle est la probabilité d'avoir un cancer du poumon. Et donc, si c'est supérieur à 1, bah, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire que fumer, c'est un facteur de risque. Si c'est inférieur à 1, c'est un facteur protecteur, c'est-à-dire que si j'utilise ce médicament contre un truc et que la diff, ici, c'est inférieur à 1, ben, c'est que c'est un facteur de risque. Si c'est égal à 1, c'est un facteur neutre, il n'a pas d'effet sur la maladie. Donc, tout ça, c'est pas très important. Vous n'allez pas voir ça en QCM. Peut-être les expos, enfin, ça, peut-être parfois en QCM, mais voilà, c'est enquête simple, on prend un seul échantillon. Exposé, non exposé, vous prenez deux corps, enfin, une cohorte de patients. Donc, en fait, les deux, ils ne sont pas malades. C'est-à-dire, vous prenez 100 personnes. Sur les 100, vous faites deux groupes de 50 personnes. Le premier groupe, c'est tous des fumeurs. Le deuxième groupe, ce n'est pas des fumeurs. Vous commencez à fumer dès aujourd'hui. Vous revenez dans un an et vous allez calculer quelle est la probabilité, combien de personnes ont eu un cancer dans le groupe de fumeurs et combien ont eu un cancer dans le groupe de non-fumeurs. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir avoir plein de données qu'on va pouvoir réutiliser en épidémiologie, etc. Et cas témoin, c'est quoi? C'est une enquête, ok. Une enquête vous allez rétro-questionner les patients, c'est-à-dire que vous les prenez aujourd'hui, vous prenez des patients qui sont malades, des patients qui sont non malades, et vous leur posez des questions. Par exemple, est-ce que tu fumes ou est-ce que tu as fait telle activité
ou est-ce que tu as travaillé à tel endroit, etc., pour savoir un petit peu quels sont les facteurs de risque. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment des trucs à apprendre, mais qui sont très intuitifs. Vous allez beaucoup les revoir au S2, mais sachez qu'il n'y a pas de formule pour ça, donc il faut juste savoir les trois cas. Donc, cas témoin, exposé non exposé et enquête simple. Dernière chose peut-être, ça c'est important, je pense, je viens de le voir, c'est que il faut juste retenir que le risque relatif, il peut être calculé pour les exposés non exposés, il peut être calculé pour les enquêtes simples, et par contre, il ne peut pas être calculé pour les cas témoins. Pour les cas témoins, on ne peut pas calculer le risque relatif. Donc, on a trouvé un autre moyen, c'est qu'on calcule l'odd ratio, l'OR. C'est tout. Mais par exemple, la formule de l'OR, elle n'est pas à savoir. Ok. Il faut juste savoir ça. Il faut juste savoir que cas témoin n'a pas de possibilité d'avoir un risque relatif. C'est un odd ratio. Ce qui est important, on va essayer de voir ça en deux et ensuite, après, je vous laisse. C'est les courbes de survie. Les courbes de survie, c'est important. Vous l'avez vu normalement dans le cours d'enzymologie. Vous allez les revoir en deuxième année de médecine pour ceux qui continuent en médecine ou dans d'autres filières, vous allez les revoir aussi obligatoirement. Ce sont des courbes qui vont nous donner la survie des patients après après une quantité de temps. C'est-à-dire quelle est la probabilité de temps des personnes qui ont la probabilité qu'une personne soit vivante après 5 ans de cancer en général. En fait, on va partir sur des statistiques, c'est-à-dire qu'on a des données. On sait en général que 5 ans après avoir détecté le cancer, il reste plus que 20% des gens en vie. Donc ça, ce sont des courbes de survie. Ou alors des courbes de Kaplan meilleures. Donc les deux chercheurs qui ont trouvé, ils ont découvert ça. Ça s'apparente plutôt à un jeu. Ok, ça s'apparente à un jeu. On va vous donner des patients. Il va falloir calculer la date d'entrée, c'est-à-dire à quel moment commence l'enquête, à quel moment commence le test. La date, vous allez ensuite chaque mois les appeler. Ok, imaginez-vous que les patients, je vous donne 100 patients. Je vous dis, ok, faites-moi une enquête sur ces 100 patients pour savoir qui reste en vie après une telle quantité de. Enfin, ils ont tous le cancer et je veux que vous les appeliez tous les mois pour savoir s'ils sont toujours en vie. OK? Donc, sachez que vous ne pouvez pas les suivre. Donc, s'ils ne décrochent pas au téléphone, ce sont des perdus de vue. Vous ne pouvez plus avoir des nouvelles sur eux. Vous ne pouvez pas envoyer de mail ou quoi. Donc, imaginez-vous que c'est des patients qui sont très loin, donc vous ne pouvez pas aller chez eux, quoi. Donc, vous avez 600 patients. Le moment auquel débute l'enquête, c'est la date d'entrée. La date des dernières nouvelles, c'est la date auquel du coup, vous avez vu l'individu, vous l'avez appelé et vous avez répondu, vous lui avez demandé s'il était toujours en vie ou pas. Donc, ça, c'est l'état aux dernières nouvelles. Donc, est-ce qu'il est vivant ou pas lorsqu'il a répondu au téléphone? Si l'individu il est mort durant l'enquête, donc imaginez-vous que je vous donne une enquête à faire pour 6 mois. Si du coup un patient il meurt dans ces 6 mois, c'est que l'observation elle est complète. Si par contre, au bout de 6 mois, il est toujours vivant, c'est ce qu'on appelle un exclu vivant. On ne va pas le compter dans les calculs de survie. Si le patient ne répond plus au téléphone, c'est un perdu de vue. C'est les individus qui sont vivants aux dernières nouvelles, c'est-à-dire que la dernière fois que vous l'avez appelé, il était vivant. Et par contre, aujourd'hui, lorsque vous l'avez appelé, il n'a pas répondu. Donc lui, c'est un perdu de vue. Les censures, c'est les exclus vivants plus les perdus de vue. C'est-à-dire on ne va pas les compter dans notre calcul de survie. Le recul, c'est le temps entre le début de la date d'entrée, à quel moment le patient a commencé l'enquête, à quel moment il a commencé l'interrogatoire ou je sais pas, ou l'expérience, et la date de point. La date de point, qu'est-ce que c'est? C'est la date à laquelle vous allez finir l'enquête. Le temps de participation, c'est le temps entre la date d'entrée du patient et la date des dernières nouvelles. Donc, ça ressemble plutôt à ça, l'enquête. Donc, par exemple, si c'est un carré, il est mort. Si c'est un rond, il est toujours vivant. Donc, lui, il a commencé ici. Donc, ça, c'est le temps de participation. OK? Le recul de ce patient, c'est tout ça. OK? Donc, attention à bien faire la différence entre recul et temps de participation. Temps de participation, c'est ça. Le recul, c'est tout ça. Les ex-vivants, ce sont des personnes qui sont toujours vivantes à la date de point, même s'ils décèdent après. Par exemple, lui, là, il décède après. Par contre, à la date de point, il était toujours vivant. Donc, c'est un exclu vivant. Le rond, lui,
c'est un exclu de vue, c'est-à-dire que il était rond la dernière fois que je l'ai appelé, mais par contre, après, j'ai plus de nouvelles. Donc, c'est un perdu de vue. Donc, c'est une censure. Ensuite, vous allez avoir ces tableaux, ils ne tombent pas du tout en QCM, donc vous pouvez les gommer ou je sais pas, donc vous les enlever. Là, pareil, c'est pas ces tableaux qui tombent. Ce qui va vraiment tomber pour ce cours-là, c'est ça. Donc, ça, c'est en gros une courbe de survie, mais mise sous forme de tableau. Donc, ça, c'est une courbe de survie. Vous l'avez vu dans le cours d'enzymologie. Donc, c'est en gros un truc comme ça, quoi. À chaque fois qu'il y a un décès, bah, la courbe, elle baisse. Jusqu'à qu'à la fin, il n'y a plus de décès, enfin, tout le monde soit décédé, et du coup, la courbe, elle est à zéro. Donc, on commence avec nos patients au début, donc ils sont tous vivants, et on est à 100%, 1. Donc, j'ai 6 patients, au début, ils sont tous vivants. 3 mois après, ils sont encore vivants. Ok, il n'y en a aucun qui est mort. Donc, la survie, c'est S pour survie, elle est de 1. Maintenant, 4 mois après le début, donc 1 mois après les 3 mois, 4 mois après le début de l'enquête, il y en a un qui est décédé. Donc, quelle est la survie? Bah, c'est 5 sur 6. 5 sur 6. Enfin, non, pardonnez-moi. C'est sur les 5, il y en avait un qui était perdu de vue. Et sur les 5, il y en a un qui décède. Donc, la survie, c'est 4 sur 5. Donc, 80%. Là, pour trouver, enfin, moi, la méthode pour trouver. En QCM, en gros, pour être pragmatique, c'est quoi? En QCM, je vais vous cacher ça, le 0,8. Et je vais vous dire, il est de combien le 0,8? Ben, le 0,8, c'est simple. Vous cherchez quoi, vous? Vous cherchez cette valeur-là. Pour la trouver, vous faites cette valeur-là fois celle-là. OK? Autre exemple, en QCM, je vous cache ça. Quelle est cette valeur-là? Bah, c'est cette valeur-là fois celle-là. Et donc là, si je gomme, bah, je trouve quoi? Je trouve 0,53. Voilà. OK? Donc c'est comme ça que les QCM peuvent se porter sur ce cours-là. En général, pour la courbe de survie, ça ressemble à ça en anal. Ou alors, si c'est pas ça, c'est vraiment ça. On va vous donner des patients. On va vous dire quel est le patient, enfin, est-ce qu'il est perdu de vue, est-ce qu'il est vivant, etc. Donc, c'est les deux gros types de QCM que vous pouvez avoir sur ce cours-là. Bah, là, vous allez continuer, OK, jusqu'à qu'il ait plus de patients. Là, il y en a un seul, ensuite il va décéder, etc., etc. Donc, c'est pas très, très compliqué. Ce qui tombe vraiment, donc, c'était les deux grosses parties. Là, pour ce qui est de la compréhension des formules et tout, en général, ça tombe pas vraiment toute cette partie-là, OK? Sous ça. Donc, ça, vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les calculs qu'il y a là. Donc, ou alors, en QCM, je pourrais vous cacher, je sais pas, moi, je vous cache ça. Bah, étant donné que ça fois ça est égal à ça, si je le résultat ici, je divise ça par ça et je trouve ça. Ok. Donc 0,53 divisé par 0,53, ça fait 1. Bah, c'est ce que j'ai là. Ok, donc c'est vraiment cette partie-là à droite du tableau qui nous intéresse. C'est tout le temps pareil. Vous faites ST fois euh, S. Enfin, en gros, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est ça les calculs? C'est ST plus 1, c'est égal à ST fois ST plus 1 sur ST. Et donc, étant donné que les ST ici, enfin la survie au temps T, ici, elle s'annule, il reste ST plus 1. Okay, donc, c'est pour ça que vous avez cette formule-là et que ça fois ça. Donc, ST plus ST fois ST plus 1 sur ST, ça donne ST plus 1. Okay, bon, j'espère ne pas vous avoir perdu avec tous ces ST. En gros, il faut que je comprenne que ça fois ça donne ça. Ça fois ça donne ça, etc., etc. Okay, donc ça fait une espèce de zigzag à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment les grosses parties qui tombaient. Maintenant, le reste, vous vous en foutez. Donc les QCM d'anal, ils ressemblent vraiment à ces deux grosses parties. Sinon, le reste, vraiment, vous skippez. OK? Autre chose, on pourrait peut-être peut vous demander quelle est la médiane. Ben, la médiane, c'est la valeur qui laisse autant d'effectifs de part et d'autre. Donc,
Ici, la médiane, là, on peut vous demander à combien de mois est-ce qu'on atteint la médiane. Bah, là, on atteint la médiane au bout de, je ne sais pas si c'est des mois, ouais, c'est des mois. Bah, on atteint la médiane au bout de 5 mois. C'est-à-dire qu'à 5 mois, on passe de la valeur qui était au-dessus de 0,5 à la valeur qui est en dessous de 0,5. Et donc, on trouve que c'est au bout de 5 mois. Là, c'est juste des petits rappels. Donc, la morbidité, vous allez revoir dans le dernier cours, c'est la prévalence et l'incidence. C'est ce qu'on appelle la morbidité. Ok. Mais sinon, pour le reste, voilà, ça se ressemble beaucoup. Vous avez vu dans les derniers cours, voilà, vous allez revoir dans les derniers cours. Donc, c'est juste quelques bases que ça reprend. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a essayé de voir vraiment les grosses parties qui tombent en QCM, en anal plutôt. Euh, c'est pas très compliqué. Faites les annales, vous allez revoir que les annales, elles se ressemblent énormément. Donc, prenez deux annales de suite, par exemple celle de 2023 à 2022. Vous allez revoir que elles sont presque pareilles, elles demandent à chaque fois la même chose. Et donc, essayez vraiment d'être pragmatique pour ceux qui ont beaucoup de retard en maths ou quoi. Soyez pragmatique, prenez les annales, voyez ce qui tombe vraiment tout le temps et apprenez-le. OK? Ou alors entraînez-vous dessus, mais par contre, apprenez pas par cœur, jamais de la vie. Est-ce que vous avez des questions? Non? Autre question? Bon. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon courage pour les autres. Et qui veulent, enfin, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en privé ou quoi, ou maintenant. À vous de voir. Ok. Bah, bonne soirée à vous et bon courage pour les. Bonne soirée.